Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le vendredi 26 octobre. À la une de cette édition, MCG contre-attaque, mise en cause par la SMART, les transitaires ou encore le conseil départemental. Le délégataire du port de Longoni a décidé de répondre aux faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, le 20 octobre dernier, le quotidien Les Nouvelles de Mayotte relayait un courrier adressé au président du conseil départemental par la présidente de Mayotte Channel Gateway, Idanel. Cette dernière réclamait ni plus ni moins que le remplacement de Madame Maoulida, directrice des ports, taxée par MCG d'être responsable de bien des maux à Longoni. Le président Sobhadine Ibrahim Ramadani a pris sa plume pour répondre, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les relations sont loin d'être au beau fixe entre délégataires et délégants. Abbas Salidi et Daniel Deragakura. Je ne saurais cautionner les propos scandaleux que votre courrier contient et que je condamne fermement. Il est inacceptable qu'une entreprise privée s'ingère dans la gestion de la collectivité locale en sollicitant le changement d'affectation d'un de ses fonctionnaires au seul motif d'une divergence d'opinion quant à la gestion du port. Ces mots proviennent du président du conseil départemental en réponse à une lettre de MCG réclamant le départ de Madame Maoulida, directrice des ports. Pour le chargé de mission du délégataire MCG, le conseil départemental manque cruellement d'experts sur les questions de gestion du port. Sur les relations humaines, il n'y a pas de difficultés, mais on a des difficultés pour avoir un référent qui pourrait bien piloter le projet, et le rapport interministériel le dit clairement que le conseil doit se doter des personnes expérimentées dans le domaine du port pour pouvoir piloter ce projet. Sur 4 pages, Sobhadine Ibrahim Ramadani revient sur les points de divergence avec MCG et tente de les démonter un à un pour démontrer que le fautif n'est pas la directrice des ports, mais la direction de MCG. Le nouveau règlement d'exploitation portuaire n'a ainsi, selon le président, toujours pas été proposé. MCG n'aurait pas répondu à un projet de convention concernant la remise en état du quai numéro 1 malgré les relances. Une seule AOT a été transmise au département qui l'a validée. Il en reste des dizaines en souffrance. Sur ce dernier point, Jacques-Martial Henry explique que le délégataire est en droit de ne pas renouveler certaines autorisations d'occupation du territoire. Ce sont des conventions entre le délégataire et des sociétés privées. Et dans une convention, il y a des obligations de chaque partie. Chaque partie doit honorer ses engagements. Et si une partie n'honore pas ses engagements, cela peut pousser le délégataire à remettre en cause ces conventions. On ne peut pas refuser de renouveler une AOT si ce n'est pour des motifs liés à l'intérêt général ou pour des manquements à des obligations contractuelles. À travers cette conférence de presse, la société MCG a souhaité répondre aux nombreuses accusations dont elle est la cible. Les mois passent et la situation ne s'arrange pas à Longoni. Les missions interministérielles se succèdent, mais aucune solution ne pointe à l'horizon pour permettre à tous les acteurs de travailler dans le calme et la sérénité et ainsi développer le poumon économique de l'île. On poursuit ce journal avec les premières journées de l'innovation à Mayotte qui ont débuté mercredi et pris fin aujourd'hui. Objectif, inciter les porteurs de projets à se manifester notamment auprès de l'ADIM afin d'être accompagnés dans leurs idées innovantes. D'autant qu'à Mayotte, il y a de quoi faire en la matière. En effet, nombreux sont ceux à innover en créant des sociétés qui jusqu'alors n'existaient pas sur le territoire. C'est notamment le cas de la société 3 Découpe qui a importé une technique de découpe des matériaux au laser. Écoutons Régis Guillet, consultant innovation et expert BPI France, lors de la matinale de Kouézi. La journée donc a commencé formellement mercredi, donc ça m'a permis de rencontrer déjà des porteurs de projets et avec déjà une illustration étonnante en fait des personnes qui ont lancé une activité de découpe laser qui est absolument inexistante. Découpe laser. Ah ouais. Donc on arrive avec un laser à découper du métal, du bois, etc. Et je fais de la publicité pour l'entreprise qui a déjà aujourd'hui. Et donc c'est une activité qui n'existe pas donc à Mayotte, c'est ça qui est intéressant, et qui est déjà à 9 personnes, qui a déjà embauché 9 personnes. Donc mais c'est quelque chose qui existe ailleurs. Mais bien sûr, mais c'est ça en fait le problème de l'innovation, c'est qu'on pense que ce qui existe ailleurs, c'est voilà, c'est pas la peine de faire parce que
c'est déjà fait. Pas du tout. Ils font des choses magnifiques. Hein. Absolument. Et du coup, ça c'est une des définitions d'innovation, c'était fait ailleurs, mais ici sur Mayotte ça n'existe pas. Donc si ça n'existe pas, il faut l'importer parce que ça apporte des choses extraordinaires en termes d'esthétique, comme vous le citiez, si je reprends cette découpe laser. Et puis de part, ça crée de l'emploi. C'est la plus rare, la plus insaisissable et la plus menacée de toutes les espèces de reptiles et d'amphibiens du territoire. La couleuvre de Mayotte ne peut désormais être observée que dans 4 à 5 sites sur l'île. Si rien n'est entrepris pour assurer sa protection, cette espèce endémique est vouée à disparaître de la surface de l'île au lagon et par conséquent de la surface de la Terre. Un projet de protection a été mis en place le 1er juin 2018, un plan organisé par différents acteurs locaux et internationaux œuvrant pour la protection et la préservation de la faune mahoraise et plus largement celle de l'océan Indien. Marion Tellier nous en dit plus sur ce projet de la dernière chance pour les couleuvres de Mayotte. La couleuvre de Mayotte est totalement inoffensive. Dépourvue de crochets à venin, elle suscite pourtant la crainte des Mahorais qui, bien souvent, préfèrent la tuer plutôt que la chasser. Un comportement qui contribue à la raréfaction de l'espèce, aujourd'hui menacée de disparaître. La préservation de cette espèce protégée est essentielle. Toute atteinte à l'animal est alors sévèrement punie par la loi. Ça fait 5 semaines qu'on cherche les serpents et on n'en a pas vu un seul à Mayotte. Ouais. Donc c'est qu'il y a un problème pour cette espèce, c'est qu'elle est vraiment en danger. Ouais. Et du coup, il faudrait que les gens arrêtent de la tuer aussi, alors qu'elle est inoffensive. Les serpents et autres reptiles sont protégés donc au code de l'environnement, et c'est comme pour les tortues, 150 000 € d'amende et 2 ans de prison. C'est au même niveau. C'est au même niveau, hein. C'est une espèce endémique protégée. Ouais. C'est le patrimoine. Si on détruit le patrimoine, enfin voilà, il reste plus rien. En réponse à l'urgence de la situation, un projet visant à protéger le reptile a été lancé en juin dernier. Financé par le fonds Bestrup européen, en partenariat avec l'Ecomed Océan Indien et le musée zoologique de Munich, il vise à recenser toutes les espèces de reptiliens amphibiens pour établir des plans de gestion et de protection de cette espèce. Une démarche pour laquelle les habitants de l'île sont largement sollicités. L'Atlas qu'on est en train de monter, il ne concerne pas uniquement les serpents. L'Atlas, c'est un bouquin que vous êtes en train de... L'Atlas, c'est un bouquin qu'on est en train du coup de préparer. C'est pour ça que Sohan et Attila sont là, avec Anya et aussi Alicia. On a quadrillé en fait l'île de Mayotte sur des mailles de 1 km² et on recense toutes les espèces de reptiles et amphibiens qui sont sur le territoire. Et avec l'appel à témoins, par exemple, on a récupéré bien plus de données que ce qu'on arrive à récupérer nous sur le terrain quand on est là. Donc il est important que chacun fasse passer les observations qu'il a. Si vous voyez un serpent, le mieux c'est d'en prendre la photo, de bien repérer la localisation à quelques mètres près, hein. Et puis enfin quelques mètres, un peu plus, il n'y a pas de souci. Et puis faire remonter l'information effectivement auprès des naturalistes. On a aussi donc la page Facebook sur l'Atlas des reptiles et amphibiens de Mayotte. Prendre conscience de la richesse du patrimoine de notre île pour mieux la préserver, un mode de pensée qui doit encore évoluer sur le territoire. Un projet plus global de recensement verra bientôt le jour, à l'initiative d'Oliver Holicek, biologiste allemand, et Rémi Eudelin, professeur de SVT et membre des naturalistes de Mayotte. Il s'agira du tout premier guide de terrain sur la faune, unique de l'archipel des Comores. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce vendredi 26 octobre. Depuis quelques mois, les autorités mettent les bouchées doubles afin de sécuriser les établissements scolaires de l'île. Malgré des résultats très encourageants, tout n'est pas encore réglé, comme en ont témoigné ce jour les personnels du lycée agricole de Coconi en exerçant leur droit de retrait. Cette situation fait suite à l'agression de 2 de leurs collègues à l'arme blanche. En effet, mardi, 2 individus sont entrés sur le site de l'exploitation agricole du lycée et leur ont volé leurs affaires personnelles sous la menace. Des faits d'agression physique sur du personnel de l'exploitation avaient déjà eu lieu il y a 1 an sur le même site. Selon les personnels, de nombreux intrus sont aperçus régulièrement dans l'enceinte du lycée, d'où la peur et la colère face au manque de sécurité pour les élèves et le personnel. Des réunions ont eu lieu dans la journée pour trouver rapidement des solutions concrètes permettant de sécuriser les différents sites du lycée agricole. Ce matin à 5 h, un accident mortel de la circulation a eu lieu sur la commune de Bandrabois. Un piéton a été renversé par une voiture alors qu'il traversait la route dans le quartier Plateau. Le conducteur s'est immédiatement arrêté et a commencé à prodiguer les premiers secours à la victime âgée de 81 ans.
Les sapeurs-pompiers arrivés sur place ont pris la relève jusqu'à l'intervention du SAMU, mais le décès n'a pu être que constaté à 6h05. Le conducteur a été entendu à la brigade de Mtsamboro. Les dépistages alcoolémie et stupéfiants pratiqués se sont avérés négatifs. Par ailleurs, un autre accident mortel de la circulation routière impliquant un piéton de 14 ans et une motocyclette est survenu ce mercredi 24 octobre 2018 vers 16h25 sur la rocade de Mtsapere. Toute personne susceptible d'apporter des informations sur cet accident est invitée à prendre contact avec la brigade des accidents et délits routiers du commissariat de Mamoudzou au 02 59 63 49 25 ou au 02 69 62 84 94. Mardi, le Sénat a adopté le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, ainsi que le projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions. Selon le sénateur Tani, le Sénat a apporté plusieurs corrections en augmentant notamment les crédits de la justice pour porter le budget du ministère de la Justice à 9 milliards contre 8,3 milliards d'euros dans le projet de loi initial du gouvernement. Le vice-président du Sénat se félicite des nouvelles mesures telles que la mise en place d'un mode de saisine unique en matière civile, la fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance, l'expérimentation du tribunal criminel départemental, la mise en place d'un juge unique de l'indemnisation du préjudice corporel des victimes d'actes de terrorisme ou encore la réforme des ordonnances d'injonction de payer qui vise à en centraliser le traitement. Le débat va maintenant se poursuivre à l'Assemblée nationale. On termine cette édition avec du basket et plus exactement la sélection de Mayotte en vue des Jeux des îles de l'océan Indien qui se dérouleront à Maurice du 19 au 28 juillet 2019. Depuis le mois d'avril, les choses se mettent en place pour que les sélections hommes et femmes montent sur la plus haute marche du podium. Pour ce faire, la Ligue de basket à Mayotte a notamment fait appel à Christian Devos, président du club professionnel de Gravelines, ancien coach et joueur de Pro A. Entre professionnalisme et connaissance du basket local, la sélection peut rêver à la gagne et par effet papillon, enclencher un processus de développement de ce sport à Mayotte. Au montage Leslie Vimenet. En 2011, aux Seychelles, les hommes de la sélection de basket mahoraise ont raté la première marche du podium après s'être inclinés en finale contre l'équipe hôte. 4 ans plus tard à La Réunion, et malgré le statut de favori, la sélection masculine n'a pas dépassé le stade des poules. En 2019 à Maurice, l'objectif fixé par le président de la Ligue est clair, remporter le titre. Pour ce faire, un professionnel a intégré le staff afin de faire franchir un palier à la sélection locale. Ce que je voulais, c'était la complémentarité entre les deux sélectionneurs. Faïz connaissant le basket mahorais et DeVos connaissant le haut niveau. Donc en mettant ensemble ces deux compétences, je suis à peu près sûr que ils sont complémentaires et ça sera très, très bénéfique en fait. C'est ça l'objectif. Le premier regroupement a eu lieu en juin 2018. Ce mercredi, un second entraînement a réuni une partie des 25 joueurs présélectionnés. En juillet 2019, il n'en restera que 12. Et pour Faïz, le co-sélectionneur, le potentiel pousse à l'optimisme. Nous avons un joueur pro qui peut potentiellement intégrer l'équipe, c'est Kadri Mwenadze qui joue aujourd'hui à Orléans. Et puis on a d'autres joueurs sur la métropole, je pense à Ryan Alikombo qui est un ancien espoir qui a joué dans le Nord aussi, qui cette année joue en National 3. Il avait participé aux Jeux des îles de 2015, c'était un tout jeune, il avait 17 ans à l'époque. Et là, donc, il aura un peu plus d'expérience, il pourra nous apporter beaucoup. Donc, ces joueurs de métropole, en plus des joueurs mahorais où on a vraiment un gros potentiel. D'ici le mois de juillet 2019, 2 entraînements par mois sont programmés, auxquels s'ajoutent 2 stages et 2 déplacements en métropole et à Madagascar pour être fin prêt le moment venu. Du côté des joueurs, ces regroupements en sélection sont toujours des moments particuliers. Ça fait plaisir de jouer avec les meilleurs joueurs de l'île, parce que c'est vrai qu'on a l'occasion de jouer ensemble, mais c'est souvent en tant qu'adversaire. Donc là, c'est un plaisir de mieux les connaître, de les côtoyer au basket et de pouvoir s'éclater, essayer de remporter, faire des grosses choses avec eux, quoi. Pour espérer vaincre, les 2 sélectionneurs devront réussir à créer un vrai groupe entre joueurs confirmés et en devenir. À ce titre, pour le staff et la Ligue, ces jeux représentent une aubaine en vue du développement du basket à Mayotte. Les sélections, parce qu'il y a les filles aussi, c'est notre vitrine et
Et quand notre vitrine gagne, nos jeunes vont s'identifier à cela. Si la sélection arrive à gagner la médaille d'or, ça permettra aussi de pousser encore plus au niveau de la Fédé, puisqu'effectivement, les potentiels sont là, on le dit, et puis on le voit. Et ça, on n'a pas de grosses structures encadrantes, on n'a pas énormément d'entraîneurs et de formateurs diplômés. Donc si les autres îles arrivent à sortir des professionnels et assez régulièrement, ils ont tous des pôles espoirs, et avec les résultats qu'on a, il n'y a aucune raison que Mayotte ne puisse pas fournir plus de professionnels au basket français. Samedi à 19h sur le terrain de Pamandzi, un match de préparation est prévu. Les joueurs actuellement sélectionnés vont affronter le reste de Mayotte, notamment ceux qui peuvent prétendre à intégrer la sélection d'ici les Jeux des îles. Rendez-vous est donc pris pour encourager des joueurs qui aspirent à porter très haut les couleurs de l'île au lagon. C'est la fin de votre journal, tout de suite la suite de nos programmes. Bonne soirée, à lundi.